Hello, hello. Bienvenue dans notre avant-séance de l'épisode 13. Aujourd'hui, on parle d'Infernal Affaires. Un bon petit film qu'on a vu il y a un moment déjà, mais... Ouais. Une bonne trilogie. Ouais. Moi, j'ai des très bons souvenirs, en tout cas. Oui, enfin, surtout du premier, ouais. Du deuxième. Le troisième, j'avais souvenir que j'avais beaucoup moins aimé. Moi, j'ai moins de souvenirs pour le coup. Je me souviens plus de quoi ça parle, le troisième. J'ai bien en tête les deux premiers. Bon, bien en tête, ça remonte quand même déjà à une bonne dizaine d'années, donc j'ai peut-être des trous, mais... Alors, d'après mes souvenirs, si je ne me trompe pas, le deuxième, c'est sur la jeunesse des deux... protagonistes. Des deux protagonistes des deux protagonistes du premier, et le troisième, c'est sur la jeunesse des deux... je sais plus comment on dit ça... des deux mentors en fait, ouais. Les deux le chef de gang et le capitaine le capitaine de police, ou je sais plus ce qu'il était. Dans mes souvenirs c'était ça, et moi j'avais souvenir que justement la partie avec les deux mentors était moins intéressante. Peut-être que je me trompe. Ouais, bon. À revoir pour se refaire un avis, quoi. Oui, de toute façon c'est le but, hein. Là on commence Carrément. par le premier, et les suites vont suivre, hein. Bah oui, complètement. Quand on sait pas, mais ça va venir. Oui, on va avoir peut-être avoir du mal à les regarder d'affilée, mais... ça va dépendre du choix. Du hasard. Du hasard. Mais en tout cas, bien content de le re-regarder, là. Oui, pareil, c'est un bon polar. Ouais. Et ouais, j'avais hâte de le regarder. Et ça tombe bien, donc... C'est parfait. On y va. On va se poser devant Infernal Affaires, et puis on revient juste après. C'est parti. Let's go. À dans quelques heures. Salut tout le monde, bienvenue dans ASP, parce que j'en ai marre de dire la préséance podcast, c'est trop compliqué. Ouais, et la précédente podcast, il y a toujours un moment où ça bug. Maintenant c'est ASP. ASP. C'est très bien, c'est plus facile. On a un cycle maintenant. Ça fait moins boomer, et voilà. C'est parfait. Allez, ASP. C'est parti pour l'épisode 13 sur Infernal Affaires. Donc un film réalisé par Andy Lau et Alan Mack, avec notamment au casting, un très gros casting aussi, avec Andy Lau, Tony Leung, Anthony Wong et Eric Tsang. Et maintenant, une petite bonne annonce. De 2002 le film. Oui, hongkongais et de 2002. Oui, pardon, film hongkongais de 2002, merci de me rattraper. C'est un thriller, d'une heure 41 à peu près, et c'est le premier d'une trilogie. C'est ça. Donc qu'on parlera... Peut-être bientôt. Oui, peut-être bientôt ou très tard dans nos vies. On verra en fonction de notre podcast, notre on verra bien. Et puis maintenant, avant que tu veux... C'est bon ? Non, tu peux lancer la bande-annonce. Allez, la petite bande-annonce avec, en espérant qu'elle soit en français, celle-là. Je pense que oui, parce que... Ouais, il y a des chances. Ouais, allez, à tout de suite. Tu crois que tu vas me faire plonger parce que ta mine tombe chez moi ? Les grands esprits se rencontrent. Chacun a mis sa carte. Je vais gagner alors. En fait, je suis flic. C'est moi qui commande à présent. En cas d'arrivage, prévenez-moi. Ils ont repéré notre cadavre. J'avais pas le choix. Je veux faire les choses bien maintenant. J'y peux rien. Je suis flic. Donc voilà, pour vous donner une petite idée, si c'était en français, sinon vous aurez juste écouté un peu de sinon hongkongais. Ouais, ça fait, de toute façon, on en a l'habitude. Hein. Bon, tu nous pitches le film maintenant ? Ouais. Allez, donc c'est un peu une histoire de double infiltration. Donc c'est un agent de police infiltré dans un gang, donc dans la triade, donc une mafia hongkongaise qui fait notamment le trafic de drogue. Tout à fait. Et un policier qui est en fait un membre du gang infiltré dans la police. C'est ça. Et voilà, donc ils sont tous les deux arrivés dans l'école de police en même temps, et ils ont pris deux chemins différents. Voilà.
Donc en gros, police contre triade, C'est ça. une taupe dans chaque camp. Et l'idée, c'est de trouver qui est la taupe Qui dans est la l'autre. taupe dans chaque camp. Voilà. Et voilà, toute l'intrigue du film. C'est ça. Maintenant, on entre dedans. Bah ouais. Alors, après plusieurs années de visionnage, qu'est-ce que tu en as pensé? Bah moi, j'ai de nouveau beaucoup aimé. Il y a, comment dire, bon, déjà, j'aime beaucoup le format de double infiltration. Ouais. D'avoir en fait le même schéma à trouver dans les deux camps, mais en camp inverse, quoi. Je trouve que ça fonctionne bien. T'as comme une sorte de double enquête en même temps, avec les mêmes protagonistes pour le coup. Donc en fait, même on va dire les personnages secondaires, qui soient du camp des flics ou du camp de la mafia, ont le même objectif en fait. Et donc vont s'entraider ou au contraire essayer de se mettre des bâtons dans les roues. Ouais, moi je trouve que l'intrigue fonctionne bien. Il y avait des choses que j'avais oubliées, notamment la fin, donc je la dirai pas, mais la fin sur la fin du film, la toute fin. Ouais. Okay. Donc c'est bien, j'ai eu une bonne surprise, une rebonne surprise, parce que je pense que j'avais dû avoir la même au premier visionnage. Et voilà, moi je trouve qu'aussi un truc qui fonctionne très bien, c'est que le personnage de Cheng, donc qui est le policier infiltré, tu sens qu'il s'attache quand même aux autres membres du gang en fait. Oui. Donc c'est pas un personnage hyper froid et détaché et en même temps il a travaillé 10 ans dans le milieu quand même. Ouais, mais justement tu vois que ça que leur sort en fait lui l'impact. Ouais, mais attends, tu vas trop vite là, Okay. Là, je t'ai demandé je te dis ce que j'en pensais. Un avis. Bah ouais, mais là t'as commencé à rentrer dans les sentiments et dans les... Bah oui, complètement, parce que ça fait partie de mon avis aussi, mais... Non, là, un avis. J'ai aimé le film, et voilà. Je suis très contente de l'avoir revu, et c'est comment dire, c'est toujours un plaisir cinématographique. Ok. Voilà. Vas-y, à toi, avant qu'on rentre dans les détails. Oui. On va pas trop vite, tu vas toujours trop vite. Écoute, moi, c'est pareil, j'ai beaucoup aimé l'intrigue. J'ai beaucoup aimé l'enquête, j'ai beaucoup aimé la résolution finale. Ouais. Et après, il y a quelques petits bémols. Ouais. Il y a des choses qui ont mal vieilli. Ouais, mais ça, on va en parler de toute façon. Et voilà, un avis à chaud comme ça. Non, j'ai toujours bien aimé. C'est toujours un très bon film. De très bons acteurs. Ouais. De toute façon, ça reste aujourd'hui maintenant des légendes. Ouais, carrément. Donc, on retrouve notre petit chouchou de Ebola Syndrome. Ouais, il est mieux là. Il est mieux. Ouais, t'as pas envie de le trucider là, tu vois. Ouais, c'est clair. Là, je le regardais bizarrement quand même. C'est clair, genre, toi, je te sens pas, toi. Il y a un truc. Mais bon, ça avait rien à voir avec Ebola. Non, ça va. Donc ouais, du coup, on rentre un peu dans le film. Ouais, vas-y. On parle vraiment en profondeur, vas-y. Sans spoiler la fin. Bah non, toujours pas. C'est le but. T'as envie de refaire le dauphin, mais sinon... Ah, mais ça va te rester longtemps, ça. Ça, ouais, pour ceux qui n'ont pas la ref, écoutez l'épisode, je sais plus combien, le 4. The Chaser. C'est donc l'épisode 3. 3. Okay. Donc alors, le film s'ouvre sur le générique d'Indiana Jones. Ouais. Ouais, non? Tu trouves pas? Non, un générique avec une musique un peu exploration, voyage dans le désert, à la recherche du trésor perdu. Peut-être. Avec les travelling sur les statues de Bouddha, comment dire, sur... Oui, le générique... Ouais, moi j'avais l'impression de regarder Benjamin Gates ou un truc comme ça. Non, moi j'ai pas eu du tout. Moi j'ai eu par contre le côté de se dire c'est vraiment un type de générique que t'avais dans les années 90, début 2000 justement. Le côté d'avoir déjà un générique de début, parce que maintenant à part quelques films, t'as pas de générique, t'as juste la scène d'intro, le plan avec le titre du film et puis après le film continue. Mais ouais, non, franchement, j'ai pas du tout fait de rapprochement avec des films d'aventure ou d'exploration. Ouais, moi oui, tout de suite je me suis dit, oh merde, je me suis trompé de film. On regarde le dernier Indiana Jones ou Benjamin Gates ou je sais quoi. Non, du coup ça m'a un peu... Ça t'a déstabilisé. Dès le début j'ai fait pourquoi. Mais le choix des musiques, j'en reparlerai un peu plus en profondeur dans le film, parce que je trouve que c'est un point qui a mal vieilli dans
dans Infernal Affair. Ouais. Pas tout, mais on en reparlera. Donc du coup, première scène après le générique, on va dire un training montage. Ouais, c'est ça. Un peu à la Rocky où en fait ils s'entraînent. Là, on voit vraiment des jeunes recrues s'entraîner. Ouais, c'est l'école de police, quoi. Voilà. Donc on voit vraiment, on arrive à distinguer deux personnages. On voit qu'ils s'entraînent, on voit qu'il y en a un qui est très intelligent, qui arrive à percevoir des petites choses par-ci par-là. On voit qu'il a, comment dire, qu'il a un profil assez poussé dans le domaine. Donc du coup, on sait que lui va être recruté pour jouer l'infiltré. Donc du coup, on voit un peu le côté un peu où il s'en va. En fait, on fait genre il est viré de l'école parce qu'il n'a pas été bon, mais en fait du coup, on efface son identité réelle et en fait, il va infiltrer comment dire la mafia. La mafia, la triade. Mais pour le coup, avant la scène de l'école de police, il y a la scène du gang en fait de la triade. Oui, exact. Où tu vois toutes les jeunes recrues qui vont partir à l'école de police. Ouais. Donc il y a pas un seul infiltré. Oui. On sait tout de suite, on sait qu'il y a ils sont 10 à peu près. Il y a la mafia qui envoie des jeunes recrues à l'école de police et on voit qu'à l'école de police, il y a déjà des recrues qui sont là et on sait tout de suite qu'il y en a un de la mafia, de la triade pardon, qui entre dans la police, donc on sait que lui donc ça sera l'infiltré côté policier et inversement. Et puis en fait les deux tu les vois un peu monter les échelons dans leur de catégorie quoi. C'est ça. Et au cas où qu'on nous prenne un peu pour des idiots, on nous colle des images un peu subliminales, pas vraiment, pour dire bon, là t'as compris, ce personnage-là c'est lui, celui c'est lui, en fait c'est. Ouais, ça pour le coup c'est un des trucs qui m'a gêné dans le film, c'est les flashbacks. Ouais. Il y en a beaucoup trop. Alors ils sont pas trop longs, donc c'est pas un truc où tu te dis non, ça dure trop. C'est découpage assez 2000, tu sais, flashy, tu vois, des avec un petit fondu. Oui. Mais c'est juste pour moi, ils sont complètement inutiles, quoi. Non, notamment le flashback de l'enveloppe, t'as envie de dire, c'est bon, c'était il y a 30 minutes. Surtout qu'il n'y a pas énormément de détails dans le film, en fait. On est un peu dans le flou tout le long aussi. On essaie de découvrir un peu ce qui se passe autour. Et les seuls détails, entre guillemets, qu'on a sous la main, on sait. Ouais, c'est ça. On sait que ça va revenir. On sait que c'est des fusils de Tchekhov qui vont revenir plus tard dans le film. Qu'on nous remette des petits flashbacks, en plus on nous fait des petits cuts flash lumineux, avec des petites lumières qui changent. Ouais, c'est ça, image en noir et blanc, reflash et on revient à l'image en couleur. Donc oui, voilà, on nous prend un peu pour des teubés dans le film. Ou alors c'est vraiment parce qu'ils avaient peur peut-être du produit final en se disant est-ce que les gens vont comprendre. Ouais, mais il est pas long. Alors après peut-être qu'aussi maintenant on est aussi habitué à des films beaucoup plus longs et donc avec une narration plus complexe et donc mais je veux dire, même pour l'époque, 1h40, je veux dire. 1h40, et c'est pour le coup, oui, c'était court, parce que moi, j'avais l'impression que c'était un genre de film qui durait un peu plus de 2 heures. Ouais, moi, il me semblait qu'il était plus long aussi. Vu l'intrigue qui était, dans mes souvenirs, assez complexe, finalement, le film n'est pas si complexe que ça, il se comprend très bien. Ouais. Mis à part le fait qu'il nous rajoute des flashbacks, des images du passé à gauche, à droite, pour nous rappeler. Tu te rappelles que lui c'était le personnage qu'on a vu là. Ouais. Il y a un manque de subtilité dans ça quand même. Mais pour le coup dans la narration aussi ce qui est c'est-à-dire que comme nous on a un point de vue extérieur, on voit les taupes des deux côtés, c'est-à-dire qu'on sait qui est qui dès le départ. On sait. Ouais. On sait comment ils ont évolué et tout. L'idée c'est pas pour nous d'apprendre qui sont les taupes, mais plutôt de comment et quand ils vont se découvrir mutuellement. C'est ça. Donc au final on n'a pas ce côté d'intrigue au niveau de l'enquête où on va chercher qui est le méchant parce que par exemple on aurait eu l'info sur une seule des deux taupes. Là c'est juste en gros quel camp va gagner et comment ils vont se retrouver en fait. C'est ça. Non, on sait tout depuis le début. Donc c'est moins complexe on va dire au niveau des recherches d'indices. Oui. Et puis surtout que donc après ce training montage quand ils sont jeunes, là on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On a une scène de négociation, de trafic de drogue, où justement les flics sont sur le point de choper le truand là, de faire la perquise au moment où ils arrivent. Au bon moment,
Et du coup, du côté du chef de la triade, on voit que il a des informations sur les faits et gestes de la police. Ouais. Et inversement, après, du coup, parce qu'on sait que justement la police a des faits et gestes sur les évolutions du truand, voilà. les changements de stratégie et tout. Et dans les 15 premières minutes, on sait qui sont les infiltrés, parce qu'on les voit travailler chacun de leur côté en donnant des indices à leur mentor, chacun de son côté. Donc il y en a un, c'est avec du morse, et l'autre c'est avec en fait non, c'est pas des appels téléphoniques, en fait c'est parce qu'il est sur écoute. Ouais. Oui, SMS, c'est comme ils sont sur écoute, en fait ils utilisent le côté micro pour s'informer des choses. Et donc il y a un peu un jeu de piste entre les deux mentors qui doivent bien interpréter ce que disent les taupes. Voilà, les informations des taupes pour éviter de se faire cramer et ou essayer de cramer l'autre. Et donc du coup, il y a une espèce de jeu de piste, un jeu de machin qui est très bien ficelé, qui est très bien monté. La tension, elle est là. Ouais, ce genre de scène là, moi je le dis tout de suite, c'est la scène préférée, c'est ma scène préférée dans le film. Ouais, je suis d'accord. Parce que je trouve que tout de suite on nous met dans le bain avec cette scène là où on voit vraiment la tension entre les deux camps, le but aussi, le but du film, on comprend tout de suite. Tous les personnages sont mis en place là. Oui, et il y a aussi en plus le côté où c'est le moment où chaque camp découvre qu'il y a une taupe dans l'autre. C'est ça. Et donc ils peuvent se faire cramer. Les taupes sont d'autant plus fragiles parce que ils vont forcément chercher qui c'est. Et donc voilà, c'est là où pour moi il y a aussi beaucoup de tension, parce que c'est chaque camp est autant le chef que la taupe. Et et dans une posture difficile, parce que ils peuvent se faire cramer à n'importe quel moment. Et ça a des conséquences un peu quand même. Quand même, ouais. Et je trouve que c'est très bien joué de la part de tous les acteurs, parce que nous, on connaît tout le contexte, on connaît tout le cheminement du plan, on sait tout, et on sait qui est le personnage, et pourtant la tension, elle est là. Ouais, on arrive à se poser la question de comment ça va se passer et qui va arriver à faire quoi. Ouais, et du coup, dans le jeu des acteurs, dans les regards, on sait, tu vois, qu'il ment, qu'il est en train de faire quelque chose, mais ça fonctionne parce que c'est bien fait, c'est bien réalisé, c'est bien monté. La musique, elle fait partie de la scène, et justement, c'est l'une des rares scènes où justement tout est bien fait, que ce soit de la mise en scène au découpage, en passant par la musique. C'est la scène du film pour moi qui est iconique, parce que tout est bien fait. Je suis d'accord. Après, on en reparlera sur d'autres scènes et sur d'autres plans ou d'autres musiques du film qui justement fait un peu profil bas ou fait un peu tâche dans le reste de l'intrigue. Après, moi pour le coup, les musiques, j'ai pas trouvé qu'elles faisaient tâche à proprement parler. Celles des flashbacks, pour moi, elles sont un petit peu trop évidentes. Par contre, c'est sûr que pour moi, en fait, j'ai même pas remarqué entre guillemets la musique, ce qui est pour moi en soi un défaut. Parce que je trouve qu'il y a plein de moments où la musique, elle est presque, elle est pas banale, mais je veux dire, en gros, il y a des moments où des scènes, je trouve pas. En fait, pour moi, je trouve qu'il y a des scènes où la musique fonctionne très bien, comme la scène dont on vient de parler. Et il y a d'autres scènes où je trouve qu'elle se fait vachement discrète, en fait. Et donc, je sais pas. Moi, je vais pas raconter la scène parce que ce serait un spoil. Mais, entre guillemets, la première mort d'un grand protagoniste du film, la musique Disney Conti n'a pas gêné. Tu vois, pour le coup, je l'ai même pas. Pour moi, elle m'a. Pour moi, elle était inexistante en fait. Pourtant, t'entends que ça. Franchement, j'ai envie de te repasser le film. Non, tout mais de je suite. sais, mais je sais que pour le coup, c'est la musique de Pocahontas 2 mélangée avec qu'est-ce que je peux sortir comme comptine qu'on écoutait, qu'on faisait chanter à nos enfants quand ils étaient plus petits. Crocodile. Ouais, celle-là c'est très bien. C'est un mélange des deux. Et c'est une scène forte. Ouais, la scène elle est très forte carrément, mais oui, mais elle est plus forte du tout parce que la musique est à chier. Je suis désolé de le dire. Mais je suis d'accord. Mais pour le coup, si tu veux, c'est que moi, c'était en fait, j'ai pas eu le côté de genre la musique est à chier, mais plus en gros, la musique me touche tellement pas
que je la. Ouais, mais elle te touche tellement pas, donc du coup tu l'as entendu. Oui, je l'ai entendu, mais je l'ai trouvée tellement pas adaptée et pas intéressante Oui, que en donc gros c'est elle m'a. choquant. Non, ça me choque pas parce qu'on n'a pas la même façon de traiter la musique et t'es beaucoup plus sensible sur ces aspects-là que moi. Mais Quand même là. moi c'est plus qu'en fait si la musique je la trouve pas intéressante, eh ben en fait je vais juste pas l'imprimer et je vais l'oublier tout de suite. Donc si tu veux, je me souviens même pas de ce que ça fait comme air. Et juste qu'effectivement c'était justement pas des musiques qui étaient fortes et qui allaient soutenir le film et les scènes dans lesquelles elles sont quoi. Ok, moi ça m'a choqué de chez choqué. Ouais. C'est pour imaginer un peu la chose pour les auditeurs, parce que sinon on en parle mais entre nous, parce que voilà, on vient de voir le film, mais ceux qui se souviennent pas ou qui ont jamais vu le film, imaginez le générique de Peppa Pig sur la scène où Rocky boxe les steaks dans la chambre froide. Voilà, c'est un peu ça. C'est ni plus ni moins que ça. C'est le contraste, il est tellement énorme que ça colle pas du tout à la scène. Ouais, je veux bien. Et voilà, j'exagère. Ouais, ce que j'allais dire. Peut-être un peu fortement, un peu beaucoup. Mais ceux qui ont la scène en tête et ceux qui vont le regarder le film. Oui, par contre, je suis d'accord que c'est pas une scène, c'est pas une musique qui porte la scène. Au contraire, en fait, c'est une musique qui justement va pas avec. Alors que on va parler tout de suite des musiques du coup. Alors que sur les scènes de tension, les scènes d'action entre guillemets, parce qu'il y a pas beaucoup de scènes d'action non plus, c'est plus des scènes de filature ou on va dire d'énigmes ou de recherche d'indices. Les musiques elles sont très bien choisies. Ouais. La tension est très bien mise en scène et puis la musique justement elle apporte un petit plus avec. Mais tu vois, regarde, pour parler de cette mort là, c'est la mort entre guillemets la première grosse mort emblématique du film. 5 minutes après, t'as la mort d'un sous-fifre qui est beaucoup mieux réussi que la précédente. Il y a un problème. Ouais, non, je suis d'accord. Pour le coup, la musique, l'autre est bien mieux. Mais c'est vrai que tu vois, moi, j'ai vraiment eu ça comme sensation dans le film, c'est de dire qu'il y avait des moments où la musique fonctionnait bien et portait bien la scène, et d'autres moments où, pour le coup, pour moi, elle était tellement inintéressante que je l'ai pas imprimée, quoi. Ouais, mais pour moi, on a la limite de la faute grave. Hein. Ah non, mais pour moi, je considère que si justement dans un film, je prête pas attention à la musique, c'est que pour moi, ça allait pas avec le film. Parce que pour le coup, des films que j'aime vraiment, c'est aussi ceux où la musique a un rôle hyper important dans le film. Et oui, non, je vois ce que tu veux dire, mais le problème c'est qu'il y a tellement de contraste dans le film avec les choix de musique que c'en est troublant quoi. Ouais, je peux comprendre complètement. Parce que même les scènes un peu mièvres dans le film avec les musiques, bon après voilà les goûts et les couleurs, mais le choix des musiques, elle est pas bonne du tout quoi. Mais vraiment pas bonne, c'est vraiment des musiques mi-ascenseur, mi-Pôle emploi. Waouh, non, c'est chaud, quoi. Ouais, non, mais carrément. Et c'est pas aidé par les transitions, quoi, les fondus. Ouais, ça, après ça, j'ai envie de dire, c'est un peu le style de l'époque, quoi, tu vois. Ouais, mais non, du coup, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que le film est de 2002. C'est des restes des années 90. On a parlé des films fin 90, début 2000. Après, c'était pas des choix artistiques sur tous les films, mais c'était des codes cinématographiques aussi de l'époque. Ouais, mais je dis pas que c'était des bons codes. Moi, je dis juste que c'est des... Soit le mec, il est fan de... J'allais dire Peter Jackson, pas Peter Jackson, mais... George Lucas. Le mec est ultra fan de George Lucas avec ses fondus à la con. Et il a dit, moi, je vais lui rendre hommage en faisant pareil. Mais là, c'est trop, c'est toutes les scènes. Toutes les scènes, il y a des fondus, complètement, des fondus un peu à la, je suis en train de chercher un logiciel que j'utilisais, sur Windows XP à l'époque, là. Je sais plus le nom, où t'avais des vieilles transitions comme ça, un peu, soit fondu blanc, genre les PowerPoint, quoi. Ouais, voilà. Merci. Un truc à la PowerPoint. C'est complètement, c'est abusé parce que c'est utilisé dans les scènes tranches de vie, c'est utilisé dans les scènes de tension, c'est utilisé dans les flashbacks, c'est utilisé mais
partout. Ouais, Chaque moment. Je trouve que là où ils sont pour moi le plus dérangeants, c'est justement dans les flashbacks parce que c'est beaucoup plus appuyé. Mais ouais, moi c'est pareil, c'est un style pour le coup de montage que j'aime pas particulièrement, ouais, mais c'est un truc que tu retrouves quand même plus dans ces périodes-là, quoi. Oui, mais là, non, enfin, je suis d'accord avec toi, mais pas à ce point-là. Pas à ce point-là. Là, on a l'impression que les réalisateurs, parce qu'ils sont deux du coup, ils ont, je sais pas, ils se sont dit, waouh, on a trouvé quelque chose avec les fondus, et chaque plan est un prétexte pour utiliser un fondu, comme faire sortir d'une scène. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire un travelling arrière et ils vont passer derrière, à côté d'une machine ou à côté d'un ventilateur, et hop, fondu au noir et on change de scène. C'est gros, je suis désolé, 2002. Ouais, mais après ils sont peut-être dit, tiens, c'est la dernière fois où on va pouvoir le faire, après on change de mode, on met le paquet. Ouais, mais que tu fasses des essais à gauche à droite pour tâter un peu le terrain et puis t'habituer comment dire, à ce parti pris-là, je veux bien, mais là c'est à tous les plans. C'est à tous les plans, il y a des fondus, à tous les plans, il y a des transitions, on va dire réfléchies, ouais. Parce que ça, tu sens vraiment qu'ils y ont pensé, hein. Parce que sur les mouvements à chaque pardon, excusez-moi, avant une transition, t'as toujours un mouvement de caméra, que ce soit un travelling avant, un travelling arrière, une caméra qui s'élève à la grue ou des trucs comme ça, et après tu passes à une fondue. T'as l'impression que les mecs ils se sont dit, waouh, nous on est des génies, on a trouvé quelque chose. Waouh, les mecs. Ouais, peut-être qu'à l'époque ça m'avait pas choqué parce que peut-être, comme tu dis, c'était de l'époque, c'était à la mode, ou alors peut-être que j'avais pas cette vision-là. Mais là aujourd'hui, moi je suis désolé, il y a des films que ce soit dans les années 80-90 qui utilisent pas ces effets-là, ou même en 2000 de la même année qui utilisent pas ces effets-là. Et bah c'est un effet qui a hyper vieilli en fait, c'est-à-dire que sur tous les films, ce genre d'effet-là, ça vieillit à mort en fait. Donc bah ouais, après ça dépend. Apparemment sur Star Wars ça marche bien. Hein. Ouais, bah pas sur nous quoi. Mais... Voilà. Enfin bref, je vais pas digresser encore avec Star Wars parce que ça c'est un autre podcast qu'on fera pas parce que on n'a pas le temps. Non, on n'a pas la foi là. Ouais. Donc ouais, non, c'est dommage parce que il y a ces petites choses là qui ont failli me sortir du film. C'est vraiment des détails. Hein. Le film est très bon. Ouais, bah en fait je pense que c'est ce qui fait que ça passe peut-être pas le cap de c'est un film excellent quoi. Tu vois. Parce que moi j'ai l'habitude aussi de remettre le film dans son époque. Ça j'arrive très bien à le faire. Là, je suis conscient que c'est 2000, mais même en me disant c'est 2000, je me suis dit non, il y a eu beaucoup de merde dans les années 2000. Oui, mais il y a aussi eu des très très bons, on est d'accord. Hein, mais... Ouais, il y a eu des très bons, mais il y a plus de merde parce que avec le recul, quand tu regardes les années 2000, on va dire c'est le point nord du cinéma quand même. Mais bon, ça c'est un autre débat aussi, et c'est un autre podcast. Et du coup, je trouve ça vraiment dommage parce que il y a de très bonnes idées. Il y a des très bonnes idées. Tu sens que l'envie de créer une tension avec j'allais dire ce duo, mais ce double duo de personnages. Ouais, je trouve que c'est une super idée, que c'est hyper bien maîtrisé. Ouais, moi je trouve que ça fonctionne. Mais il y a pas besoin de ces quelques scènes en dehors de l'enquête. Ouais, ça je suis d'accord. Notamment avec où on voit le flic avec sa vie de famille, enfin sa femme, qui son emménagement, tout ça, son comment dire l'autre infiltré du côté mafia qui va chez la psy, tout ça, c'est puis je suis désolé quoi, enfin c'est malheureux à dire, hein. Il y a que 2 actrices dans le film, mais elles sont vraiment mauvaises, quoi. Ouais, je suis d'accord. Les deux, elles sont vraiment mauvaises. Bah, disons qu'en même temps, elles ont pas grand chose, pas beaucoup de matière, quoi. Tu vois, genre... Bah, même, il est un peu, ouais. Pas beaucoup de matière. Bah, je pense que clairement, ils les ont pas prises pour leur jeu d'actrice, hein, je veux dire, Bah, c'est dommage parce que. Ah oui, je suis d'accord que c'est dommage. La chose qu'ils faisaient à faire, c'est de réciter 2-3 trucs, et puis 2-3 jeux de regard. Mais jeux de regard, franchement, je suis d'accord. Ça mérite un même, tu vois, les regards dans le vide, ça mériterait de mettre une bulle autour, mais qu'est-ce que je branle ici, quoi. Ouais. Et ça colle parfaitement à leur regard du moment. Et c'est complètement dommage parce que c'est des personnages déjà qui ne rapportent rien à l'histoire. Non, pas grand-chose. Hein. Qui ne rapportent rien à l'histoire. En plus, ça joue comme des bulots. Franchement, ça me fait mal au cul de le dire, mais elles sont vraiment mauvaises. Alors que en Chine, il y a des actrices qui sont vraiment incroyables. Et là, on se tape ces deux-là.
Bah en même temps, je veux dire, leur rôle, c'est comme je te dis, il y a pas beaucoup de matière et c'est clairement un rôle de plante verte, hein, donc je veux dire, ils ont. Mais là, alors que, ouais, enfin. Non, mais malheureusement, c'est ça. C'est hein, dommage. Il y a eu 2 castings. T'as eu, on va dire le chef casting, je sais pas comment on appelle ça, qui a fait le casting des bonhommes, où il a très bien choisi les quatre protagonistes. Casting parfait. Et à côté, ils ont pris le petit stagiaire et ils ont dit tiens, vas-y, fais le casting des 2 meufs et puis démerde-toi avec ça. Mais j'ai l'impression que c'était plus la chef décoratrice, enfin l'apprentie décoratrice et l'apprentie maquilleuse qui ont joué les rôles. C'est malheureux, ça me fait mal au cul, mais je suis d'accord voilà. Puis ces scènes-là sont, comment dire, j'allais dire élevées, mais rabaissées avec les musiques Disney des suites qu'on n'a pas besoin. Non, rien, ça va pas. Ouais, non, je suis d'accord. Les rôles, les scènes et les rôles en eux-mêmes sont pas. Là, sont assez creux, quoi. Infernal Affair mériterait un director's cut, mais en enlevant des scènes, tu vois. Ouais. Et est-ce que tu veux faire un comparatif avec les Infiltrés ou pas? J'ai pas de souvenir des Infiltrés. Ouais. J'en ai aucun. Parce que pour le coup, alors moi j'en ai quelques-uns. Notamment, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de plans qui sont repris. Quasi à l'identique. Ouais, moi j'avais souvenir là aussi, mais j'en ai. Et notamment dans Les Infiltrés, il y a un espèce de trio amoureux, c'est-à-dire que la psy et la femme du flic, c'est la même personne. Ah bon? Ouais. Et ça, c'est un truc que je trouvais hyper dommage en fait dans le. Et pour le coup, je trouve que là, ce qui est intéressant, c'est justement que ce soit pas le même personnage, parce qu'il y avait vraiment un truc un peu où le personnage féminin était un écueil supplémentaire entre les 2 personnages masculins. Donc elle se mettait un peu entre les deux et c'était un peu un prétexte pour aussi se mettre sur la gueule. C'est-à-dire que elle était mariée avec le flic qui est infiltré, donc était l'infiltré de la mafia. Si je me souviens bien, le flic était genre impuissant, un truc comme ça, et donc la meuf frustrée et elle couche avec le flic infiltré dans la mafia, donc qui est joué par Leonardo DiCaprio. Et, et cette relation amoureuse, elle était justement, tiens, ça m'intéresse parce que du coup j'ai plus souvenir. DiCaprio, il joue quel personnage? Il joue le personnage du flic infiltré dans la mafia. Okay. Et Matt Damon joue le mafieux infiltré dans la police. Ok, d'accord. Tu vois, et donc le parrain de la mafia, c'est Jack Nicholson. Okay. Par contre, j'ai aucun souvenir. Je crois que c'est peut-être Kevin Bacon, le chef de la police, mais je suis pas sûre. Non, bah vas-y, continue sur ce que tu veux dire. Ouais, et donc moi je trouve que ce triangle amoureux, pour moi il est pas intéressant parce que ça remet en plus le personnage féminin comme un personnage un peu de femme infidèle qui est genre la meuf frustrée qui va pas du tout réfléchir et sortir avec son patient, donc en plus qui va briser le code de déontologie et un peu tous les trucs. Et ouais, puis pour moi elle avait pas non plus de vraie profondeur en fait. C'était un personnage assez creux qui se laissait porter par le vent et donc qui suivait soit son mari au départ et après elle changeait de bord et elle allait suivre son amant, quoi. Ok. Et pour le coup, j'ai apprécié que dans l'œuvre originale, il y ait pas ce truc-là en fait, parce qu'à un moment je me suis posé la question, vu que malheureusement les 2 personnages féminins on les voit très peu au milieu du film, je me suis posé la question si c'était la même ou pas. J'avais pas l'impression que ce soit la même, non, mais c'est pas du tout la même. Non, c'est pas du tout la même, mais c'est juste que comme on les voit 3 secondes et limite de loin, si tu veux. Surtout le personnage de la femme du flic qui s'appelle Marie, je crois. Je m'en rappelle. Voilà, j'avais pas vraiment vu son visage et ou du moins retenu ses traits, et donc j'avais un doute si c'était le même perso ou pas. Parce que justement, j'avais aussi en tête que dans la version de Scorsese, c'était le même personnage. Et donc je comprenais pas pourquoi justement je remettais pas les deux ensemble. Et donc voilà. Donc même si je suis d'accord avec toi que les 2 personnages féminins sont assez creux et ont pas ni de profondeur ni de saveur, j'ai apprécié que y ait pas en plus cette espèce de triangle amoureux. Ce truc-là qu'il y a dans Les Infiltrés. Ouais. Ouais, mais tu vois, moi j'en avais aucun souvenir. Moi après, pour être honnête, Les Infiltrés, j'avais pas beaucoup aimé. Bah moi j'avais bien aimé sur le coup, mais dans le sens où on avait vu Infernal Affair avant. Oui. En fait, c'est pour ça je crois que j'ai pas aimé, parce que j'aime pas les
Les infidélités. Et non, puis moi, pour le coup, je trouve qu'il apporte rien. Les infiltrés? Ouais. Ok, mais tu vois, moi, je serais incapable d'en reparler. Et Honnêtement, limite, j'ai envie de dire, je pense que il y a eu, par contre, un très bon casting et les acteurs étaient très bons dans le film de Scott. Donc ça, tiens, il y a, voilà, c'est quand même autant un réalisateur que des acteurs qui avaient de l'expérience et qui étaient, et je pense que un des arguments qui fait que les gens peuvent préférer aussi cette version-là, bah, c'est qu'ils connaissent le cast, en fait. Oui. C'est que, tu vois, ils connaissent le casting des grands acteurs, ils connaissent il y a autre chose, hein. Et film américain. Oui, mais complètement. Mais c'est parce qu'il y a cette connaissance-là et bah, quand tu t'arrives avec 4 acteurs que tu connais pas, et que t'as jamais vu de ta life, bah, tu te dis, non, mais même sur ça, je pense que t'enlèves même le casting et tu mets juste des acteurs, on va dire de seconde zone, mais on va dire que tu connais un peu le visage. Moi, je pense que c'est juste parce qu'en fait, c'est un film américain et que c'est beaucoup plus facile d'accès que la version hongkongaise. Ouais, mais il y a pas non plus Alors après, je sais pas si c'est justement. Il faut être conscient de ça. Nous, on fait un podcast sur le cinéma asiatique. On sait que le cinéma asiatique a beaucoup de mal à percer dans le monde. Oui, complètement. À part en France et aux États-Unis. Mis à part ça, il est quasiment inconnu. Et puis dans les 2 pays que j'ai cités, je dirais pas qu'on est très peu. On est assez nombreux à aimer le cinéma asiatique. Mais ça reste quand même... Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que dans Infernal Affair, j'ai pas l'impression que les codes soient si obscurs ou difficiles d'accès. Je veux dire, pour le coup... Sur la réalisation, oui. Ouais. Oui. Ok. Après, c'est parce que j'avais l'impression que justement, quand on l'avait vu, c'était déjà aussi assez tôt. Oui, et mais donc, nous, on a bouffé du cinéma asiatique toute notre vie aussi. Ouais, mais justement, j'avais pas l'impression que... Moi, le premier que j'ai dû regarder, c'était à 10 ans, donc j'ai fait que ça toute ma vie, j'ai bouffé du cinéma asiatique. Donc c'est facile pour nous de rentrer dans des codes comme ça. Mais pour des personnes qui ont pas l'habitude, ça peut pas... Ouais. Mais c'est vrai que pour le coup, autant sur d'autres films, je les vois beaucoup plus et je conçois que c'est des films qui sont plus difficiles d'accès. Autant sur celui-là, je trouvais qu'il était assez abordable en fait. Donc peut-être que c'est parce que moi je l'ai pas ressenti comme quelque chose de plus compliqué. Moi, avec le recul, justement, moi je trouve que ce film-là, il peut rebuter certaines personnes par sa réalisation et justement par le côté un peu bah justement tout ce que je dis, toutes ces transitions fondues qui ont mal vieilli et puis les musiques les musiques complètement mièvres, complètement... Ouais. Mais tu penses qu'à l'époque, ce type de réalisation-là, il serait passé inaperçu ou il aurait pu rebuter aussi? Sachant qu'il y en avait déjà dans d'autres films. À l'époque, moi j'ai plus l'impression qu'à l'époque, c'était vraiment un film qui a très bien marché. Ouais, c'est pour ça. Parce que par les fans de cinéma asiatique et surtout parce que Tigre et Dragon a ouvert la voie aussi. Oui, c'est vrai. Et j'ai plus l'impression qu'à cette période-là, justement, il y a eu pas mal d'exports de films sur du continent asiatique vers chez nous, grâce à Tigre et Dragon. Et moi, je pense que c'est juste grâce à ça. Et puis c'est grâce à ça aussi que nous, on a pu continuer à découvrir des films asiatiques. Oui, complètement. Parce que justement, il y en a énormément qui sont arrivés sur nos territoires. Et c'est dans ces périodes-là où justement, on a eu beaucoup de films doublés en français. Oui, complètement. Donc je pense que c'est Tigre Dragon qui a ouvert la voie à plein de choses. Après, est-ce qu'il a fonctionné sur on va dire la personne lambda qui regarde soit du cinéma français, soit du cinéma américain au quotidien et qui a pas l'habitude de regarder du cinéma asiatique? Ça c'est à eux de nous le dire. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Ouais. Moi, je sais que nous on s'est jeté sur la trilogie tout de suite. On a eu la trilogie du premier coup. On s'est jeté dedans parce que nous, on a l'habitude de bouffer ça. Mais est-ce qu'il est facile d'accès pour les autres? Honnêtement, vu que c'est un thriller, peut-être. Ouais, c'est pour ça, moi, je pense que vu que c'est un thriller, peut-être. Mais comparé, par exemple, à The Chaser ou d'autres films qu'on a fait, moi, je trouve qu'ils sont beaucoup plus faciles d'accès. Mais avec la réalisation, pardon, excusez-moi, je suis fatigué, datée du film. Là, aujourd'hui, quelqu'un qui veut découvrir ce film-là, il l'arrête au bout d'un quart d'heure. Ouais, ça, je suis d'accord. Ça peut rebuter. Mais c'est vrai que, justement, moi, je trouvais que le traitement du mode, du genre du thriller, était assez universel, quoi. C'est qu'il y avait un fonctionnement qu'on aurait pu retrouver très facilement dans d'autres films. Peut-être. Et c'est aussi pour ça où je pense que dans
la version de Scorsese, il y a pas une si grande différence en fait sur le schéma narratif, sur la construction des personnages. Pour moi, il y a pour beaucoup de choses pas mal de copier-coller en fait. Ouais, Donc, peut-être. Mais moi, justement, Les Infiltrés, j'ai regardé la date, il est sorti en 2006. Ouais, donc pas beaucoup. 4 ans après. Ouais, c'est pas beaucoup plus tard. Moi, j'ai plus l'impression, justement, c'est pour faire profiter d'un truc qui a très bien marché en Asie pour le public, justement, américain qui ne veulent pas ou qui connaissent pas du tout le cinéma asiatique. Ah bah ça, après, les Américains, ils sont aussi connus pour ça. Je veux dire, Bien il y a plein d'adaptations de films étrangers. Au lieu d'importer le film, ils juste le refont à la sauce américaine, quoi. Oui, bah, après, tu vois, ils ont un peu le nez pour dénicher des films, d'où les remakes je vais pas tous les citer, mais une grande majorité de films asiatiques qui ont marché justement dans le monde. Et aussi le fait de faire venir des réalisateurs asiatiques sur le continent américain. Ouais. La plupart des grands, ils sont allés passer par là, que ce soit Park Chan-wook, que ce soit j'ai un trou. Bong Joon-ho, encore plus vieux que ça, comment il s'appelle? Ah mince. Ah, là, j'ai pas le fil de ta Volte-face. John Woo. Merci. Des directeurs comme John Woo à l'époque qui ont réalisé pas mal de films aux États-Unis, la majorité se sont cassés un peu les dents parce que c'est pas la même conception du cinéma. Voilà quoi, ils savent voir ce qui se passe de l'autre côté du monde, mais par contre au lieu de faire venir ces films-là et de promouvoir ce cinéma-là, bah ils préfèrent faire venir soit des réalisateurs asiatiques pour leur faire réaliser des films à l'américaine qui ont ni queue ni tête, ou alors faire des remakes de ce qu'ils ont déjà fait. Ouais. Donc c'est un peu dommage quoi. Oui, bah surtout que clairement moi les remakes le peu qu'on a vu ça arrive pas à la cheville de l'original. Non, c'est clair, et puis on va pas les citer parce que il y a pas besoin. Mais... Ils méritent même pas qu'on en parle tellement. Non mais je voulais voir la comparaison parce que c'était déjà on en a parlé dans l'épisode d'avant quand on a présenté le film parce que justement t'avais déjà eu des conversations là-dessus. Et parce que moi pour le coup j'ai vraiment pensé en regardant le film. OK. C'est-à-dire que j'ai retrouvé des scènes où je me suis dit tiens ça c'était dans Les Infiltrés. Et je dis le espèce de trio amoureux là, je l'ai assez vite, je me suis dit tiens c'est bizarre, je reconnais pas la femme du flic, je la reconnais pas comme la psy quoi. Et ouais donc j'ai quand même regardé un peu les similitudes et les différences qu'il pouvait y avoir. Et pour le coup j'ai pas trouvé beaucoup de différences. Ok, bah tu vois, moi je me fie à ton ressenti puis à ce que tu te souviens parce que moi j'ai vraiment. Bah, après Les Infiltrés ça reste ça fait 7 ans, 8 ans, un truc comme ça qu'on l'a vu. Plus longtemps que ça. Plus. Beaucoup plus longtemps que ça. On l'a vu à la sortie, on l'a vu à la sortie. On l'avait vu à la sortie. Ok, ouais, donc ça fait longtemps. Ça fait 2006. Très longtemps. Et moi, je l'ai effacé aussitôt. Ouais, moi j'en avais gardé des bons souvenirs sur les jeux d'acteurs notamment. Je trouvais que ça fonctionnait bien. Mais ouais, en regardant au final Infernal Affair, il y a pas besoin de plus en fait. T'as pas besoin d'avoir une autre version. Ah non, c'est clair. Mais après c'est con parce que j'ai l'impression d'avoir très mal vendu le film. Alors que au fond, je le trouve vraiment très bon. Bah, pour moi, comme on dit, c'est des détails. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est des détails qu'on relève parce que on les a vus et que c'est pas non plus aussi vendre. On essaie d'être un peu objectif. Mais oui, pour moi, la musique et comme je dis, je l'ai pas. Tu vois, j'ai noté que c'était pas une musique intéressante, mais elle m'a pas dérangée dans le sens où pas comme toi, tu vois où ça m'a sorti du film. Et après les fondus et tout, ou même les flashbacks, comme je disais tout à l'heure, les flashbacks, effectivement, ils sont pas nécessaires, mais ils sont suffisamment courts pour que ça te. Ouais, mais c'est pas la durée du flashback qui. Moi, c'est l'intention en fait qui est mise dans. Je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un élément qui va forcément nous faire sortir du film. C'est vrai que je dis pas forcément, c'est-à-dire que ça peut comme ça peut pas. Mais voilà, pour moi c'est des trucs que je vais relever où je veux dire bon c'est dommage, franchement ils les auraient pas mis, ça aurait été très bien et on aurait tout très bien compris. Mais voilà, c'est pas un truc qui va durer un quart d'heure où ils te remettent toute la scène quoi, je veux dire. Ouais, non, je suis d'accord, mais par contre ça revient plusieurs fois. Ça revient plusieurs fois par contre, tout à fait. Bah donc tu vois,
Enfin, pour moi, c'est rédhibitoire, mais parce que ouais, moi, enfin, c'est dommage. Tu vends pas mieux le film. Non, c'est sûr, mais sinon c'est dommage parce que moi, dans mon souvenir, le film, il était incroyable, quoi. Ouais. Et justement, c'est comme, enfin, moi, il faut s'habituer avec moi, c'est que moi, je m'attache beaucoup à des petits détails. Après, est-ce que c'est un mal, est-ce que c'est un bien, je ne sais pas. Les Pour moi, éléments ça... en plus où toi tu t'attaches le plus, c'est la musique et les effets visuels. Donc c'est aussi là où toi t'es le plus. Ouais, mais moi je suis désolé, ça fait partie du médium, quoi. Mais enfin, complètement. Du média. Mais comme moi, c'est pas forcément l'élément prioritaire, même si c'est un des éléments importants. Moi, ça m'a moins sorti du film que toi, par exemple. Ouais, je sais pas. Peut-être j'étais trop. Non, mais c'est trop pas... d'attente en retour du film, je sais pas. Mais ouais, non, c'est tous ces petits détails-là qui peuvent. Mais ton sentiment global, au final, c'est plutôt positif ou plutôt négatif? Non, c'est plutôt positif quand même. C'est plutôt positif. Mais c'est con. Je vais pas me répéter. C'est un très bon film, mais il faut accepter. Pas parfait. Voilà, il faut accepter les petits défauts du film qui ont pour le coup mais vraiment très très mal vieilli. Ouais, ça je suis d'accord. Mais après mis bout. Et s'il y avait des choses qui avaient été faites différemment. Ouais, mais ouais, enfin bref, faites ce que vous voulez de mon avis. Honnêtement, j'essaie de me rattraper à quelque chose mais j'y arrive pas. Bah, c'est pas grave. T'avais d'autres choses à ajouter dessus ou pas? Non, de toute façon, moi, ma scène préférée, j'en ai parlé. Ouais, bah, c'est la même. Donc, c'est parfait. Donc, Infernal Affair, ouais, foncez le voir. En plus, il est disponible sur Univers Ciné. Ouais. Gratuitement. Enfin, gratuitement. Ouais, juste avec l'abonnement, quoi. Après, il est sur YouTube, je crois, mais faut payer. Ah bon? Ouais, j'ai vu oui, ça. en VOD. En VOD, ouais. En location. Ouais, c'est ça. Ok. Sinon, après, pour ceux qui sont vraiment fans du film, il y a, comment ça s'appelle, Joker Shop, justement, qu'on ressorti intégral, donc dans un super coffret que j'aimerais bien me procurer. Pour le coup, tu vois, même si moi je vois qu'il y a je veux quand même ce coffret, tu vois, je veux dans ma collection parce que c'est une trilogie qui m'a énormément marqué et que j'affectionne particulièrement. Donc ouais, Joker, ils ont fait une réédition et du coup la version Univers Ciné, c'est la version restaurée par Joker. Ouais. Et c'est un bon travail. Ils ont fait un très bon travail, c'est très bien restauré. Après il y a pas mal de défauts de pellicule qui sont dus justement à la réalisation, mais ça n'a rien à voir avec la restauration. Parce qu'il y a des espèces de faits de flou dans les scènes, on va dire un peu confinées ou quand il y a pas trop de lumière, donc on voit des espèces d'effets de flou. C'est rien de méchant, c'est des détails. Moi, je m'attache énormément aux détails. Après, le film, je le connaissais par cœur. Donc, forcément, c'est peut-être pour ça que je m'attache aux détails. Peut-être qu'au premier visionnage, vous verrez pas. Ouais. Et tant mieux. Appréciez juste le film. Et franchement, juste pour l'intrigue du film, il faut y aller, quoi. C'est vraiment un très bon film, quoi. Ouais, complètement. Moi, je vous conseille vraiment le visionnage. Dites-nous après ce que vous en avez pensé, si vous avez les mêmes retours, les mêmes avis. Mais ouais, moi, je conseille, c'est un film à voir, hein. Très bon film. Et dans l'ensemble, la trilogie en soi, elle est intéressante. Même si c'est vrai que moi j'ai moins d'affect pour le dernier, mais ça c'est personnel. Mais du coup, j'aimerais bien le revoir justement pour voir avec le recul. Ouais, puis l'évolution aussi. Ouais, ça se peut, ça va être le jeu préféré. Donc. C'est les mêmes réalisateurs à chaque fois ou pas? Aucune idée. Honnêtement, j'ai pas regardé, donc je sais pas. Je pourrais pas on dire. Verra. Moi, je pense que on oui. On dira quand on tombera dessus. Je pense que oui, mais je veux pas dire de bêtises. Ok, on verra ça. Donc voilà, c'était Infernal Affair. Ouais. Et maintenant, on va continuer avec les recommandations. Ouais. Je t'en prie. Tu commences? Ouais. T'as pas réfléchi? Non. Ah bah je vais commencer alors. Vas-y. Moi ça va être très simple. Je vais conseiller un peu de musique aujourd'hui. Là, à l'heure où on l'a enregistré, il y a mes deux rappeurs préférés qui ont enregistré un projet en commun. Et je me mets ça dans les oreilles à peu près 4-5 fois par jour. Ouais. L'album est très court, il dure 28 minutes. Et donc l'album c'est Bitume Caviar par Limsa et Isha. Mon prénom c'est Isha, malchance c'est mon nom de famille. Méfiant, je crois plus en l'homme, pas besoin de me faire d'autres amis. Thug life c'est street shit, je ramène toute la compagnie. La vie c'est chacun sa définition, je veux la mienne avec grosse valise. Construire et tout détruire, juste pour le plaisir. Cette fois j'amènerai des munitions. C'est vrai j'ai peur de
Me retrouver avec cette maladie, je veux pas avoir le même cœur que... Et ouais, il s'en fallait deux, peu heureusement je connais l'heure. Enfin là, c'est moi, c'est 2 rappeurs coup de cœur que j'adore. C'est 2 rappeurs que je conseille énormément dans leurs anciens projets, que ce soit avec la trilogie Logique de Limsa ou La Vie Augmentée, la trilogie La Vie Augmentée de Isha. Les 2 projets de trilogie sont incroyables. En plus, vous pouvez même rajouter l'album Labrador Bleu de Isha voilà. Enfin bref, allez écouter Limsa et Isha, c'est 2 rappeurs vraiment incroyables qui ont un univers qu'on voit pas beaucoup dans l'univers du rap français aujourd'hui. Je suis le fruit d'une fracture, le fruit du grabuge. Je suis le fruit d'un bourbier, le fruit d'une bavure. Le fruit d'un ouvrier, le fruit d'une rature. J'ai attendu 30 balais pour devenir mature. Ils oublient que j'ai des mauvais penchants, mauvais en sport et en chant. Si on se fait accuser par là profondément, s'ils font enculer car là profondément, mes scarnals font gaiement. J'espère que c'est le paradis qui m'attend, mais comme tous les fils d'Adam, gros, je suis sur la file d'attente. J'adore leurs textes. Ils se livrent à nu. Ils parlent des conneries qu'ils ont fait. Ils parlent de ce qu'ils auraient préféré faire, qu'ils n'ont pas fait, qu'ils ont envie de faire aujourd'hui, mais qui ne peuvent pas parce que du coup le temps a passé et c'est des rappeurs qui ont la trentaine, proche de la quarantaine. Et ils ont un univers à eux, j'adore, c'est mélancolique, c'est vrai. Ouais. Voilà, comme je vous l'ai dit, là c'est un premier projet commun entre les deux, donc Bitume Caviar volume 1, donc t'espères qu'ils fassent une trilogie. Ouais, de comme toute façon ils l'ont dit en projets. interview, ils l'ont dit que voilà, c'est un volume 1 et puis selon la réception du public, il y en aura d'autres. Ouais. Il y en aura d'autres et moi je croise les doigts pour qu'il y ait une trilogie aussi et la boucle est bouclée. Et ouais, du coup, je vous conseille vraiment ça vient juste de sortir, le projet est incroyable. Ça s'écoute tout seul. L'album dure 28 minutes, c'est un projet très court. Mais sur un trajet, ça s'écoute, il y a pas de problème. Donc voilà, moi je vous conseille ça, Bitume Caviar, Isha et Limsa, foncez. Très bien. Toi. À moi. Alors, je vais juste retrouver les auteurs. Je vais conseiller un petit coup de cœur là BDesque de ce mois-ci. On n'est pas sur le même genre qu'Infernal Affair, hein, désolé. Ah moi non plus, j'y ai pas du tout. Des fois j'essaie de garder un lien, mais là voilà. Ça s'appelle En toute conscience. C'est de Olivier Perron et Livio Bernardo. C'est très bien. Ça parle encore un sujet très joyeux de l'euthanasie. Et notamment du droit à d'avoir le choix de mourir dans les conditions qu'on souhaite, et donc avec dignité, tous les problèmes éthiques que ça pose aussi à côté. Et c'est l'histoire de Philippe qui est un sextagénaire qui travaille justement en toute conscience avec plusieurs autres bénévoles de l'association et qui aide des personnes à donc généralement des personnes très âgées à mettre fin à leur jour. En étant, en assistant les personnes sur les derniers moments de leur vie, et en même temps, un peu beaucoup dans l'illégalité parce que c'est quelque chose qui est pas autorisé en France. Et un jour, il y a un jeune homme de 25 ans, Vincent, qui vient les voir en disant qu'il veut se suicider parce qu'il a eu un chagrin d'amour. Et qui dit vous dites que chacun est libre de choisir, moi j'ai fait mon choix. Et ça pose la question de est-ce que tout le monde si tout le monde a le droit de choisir, pourquoi ils peuvent pas l'aider lui qui est en bonne santé, qui a toute la vie devant lui, mais qui est réellement résolu à mourir, et les autres personnes qui sont âgées et tout. Donc il y a toute cette réflexion là au cours de la bande dessinée. Les dessins sont très beaux, c'est des dessins tout en noir et blanc. Voilà, moi je trouve que c'est une œuvre qui est entre guillemets assez simple dans l'idée de il y a pas beaucoup de personnages, on se centre vraiment sur Philippe et Vincent et quelques autres personnages à côté. Et pourtant ça traite de sujets très durs, très profonds, et ça pose de vraies questions sur le choix de vivre ou de mourir selon ces conditions. Okay. Donc voilà, c'est En toute conscience. Voilà, c'est édité chez Dargo, je crois, je suis pas sûre. Delcourt, pardon. C'est chez Delcourt. Ok, très bien. Voilà. On vous remettra tout ça. Donc rien à voir avec Infernal Affair, mais... moi pareil, hein. De toute façon il n'y avait pas de rap dans Infernal Affair à part des musiques Disney, mais... mais non, il n'y avait pas que des musiques Disney. Bon voilà, c'était les recommandations. Maintenant on va passer
au jeu parce que Kiko, il va quiz. essayer de pouvoir faut que je remonte. rattraper son retard. Il faut que je remonte ça. 7-5, c'est ça pour toi? Moi, j'ai 7. Toi, Ouais. je sais pas combien t'as par 5. contre. 5, Ouais. voilà. Je l'avais noté de toute façon, je vais revérifier après, mais je pense que c'était ça parce que j'ai le score en tête. Je commence? Vas-y. Allez. Donc, première question pour toi. À quel événement est consacré le film Volume 93 de Paul Greengrass, sorti en 2006? Volume 93. Je sais pas. Woodstock. Non. Moi, je l'ai pas du tout, hein. Je dis quoi, mon pif, mais... Au détournement des avions des attentats du 11 septembre. Ah oui, bah, alors, je l'avais pas Ouais. du tout. Alors, J'étais moi sur non un plus. truc de musique, quoi. Tu vois, moi, quand volume j'ai eu la réponse, 93, j'étais surpris. Ouais, je m'attendais à de la musique. Alors, qui a déclaré en recevant sa palme « Si vous ne m'aimez pas, je peux vous dire que je ne vous aime pas non plus. Tarantino? » Non. Maurice Pialat. Ok, je l'avais pas. Non, Tarantino, il a fait un fuck. Ouais. Viva la cinéma. Comment s'appelle le bateau piloté par Humphrey Bogart dans African Queen? Oh, aucune idée. Film sorti en 1951 de John Huston. J'en sais rien. L'African Queen. Tout est dans le titre. Ouais. Quel nom porte le bijou recherché par l'inspecteur Clouseau? C'est dans La Panthère Rose de Blake Edwards. Le bijou? Le bijou, le nom du bijou. Oh, je sais plus. Oh, c'est trop vieux pour moi, non. Je sais plus. Bah, c'est comme moi. C'était La Panthère Rose. C'était Mais dans non, le titre. Ouais. c'était ça le bijou? Le nom du bijou, Ah bon c'est La Panthère Rose, ouais. Ok. Bon bah, troisième question. Ouais. Quel chanteur s'est aussi fait un prénom au cinéma? Bah, Bah, c'est un peu vague comme question. c'est clair. Parce qu'il y en a plus d'un, quoi, de chanteurs qui sont allés au cinéma. Je vais te donner un peu des indices. Déjà, c'est en France ou c'est... C'est en France. Ouais. C'est un acteur qui a joué dans Le Prénom. Patrick Bruel. Voilà, c'est trop facile. Là, je t'ai donné... je te l'ai servi sur un plateau. Ouais. Ah, bah c'est pour ça le prénom. C'est Ouais. ce qui est... Alors, après avoir filmé Cléo de 5 à 7, j'ai rencontré les glaneurs et la glaneuse, je suis... Donc il faut le nom d'une réalisatrice. Tu peux me répéter les titres des films? Les titres des films me disent quelque chose. Cléo de 5 à 7, Ah, putain. j'ai rencontré les glaneurs et la glaneuse. Non, je sais pas, je passe. Je suis trop fatigué, Agnès j'ai pas envie Varda. de réfléchir. Oh putain, oui, en plus j'ai entendu il y a pas longtemps. Ouais, on l'a vu dans Ouais. le vidéoclub. Putain. Ok, bon bah allez. Faites deviner le titre du film en mimant la scène où le boxeur... Attends, Ah, t'as raté. Tu peux pas Ouais. prendre les mimes. je vais te reposer une question après parce que Vas-y. j'ai pas vu celle-là. Ok. D'après Éric Rochant, comment était le monde en 1989? Éric Rochant. Je sais pas. Attends, je reprends la carte, excuse-moi. Sans pitié. Ah, ok. Le monde était sans pitié. Très bien. Dans un monde sans pitié. Ok. C'est compliqué. Ouais, non, alors là, celle-là, elle est facile, tu devrais la trouver. Hein. Ah, vas-y. Ce film américain est vraiment tarte, mais l'acteur principal prend enfin son pied. American Pie. Voilà. Vas-y, moi je suis archi gentil. Tu vois, j'ai pris une autre carte et ah, il y en a deux faciles. Ouf, les deux sont Bah, faciles. après, je suis pas sûre que la prochaine, tu la trouves, donc C'est vrai. ouais. Sois pas trop gentil si jamais tu veux gagner des points. Tu veux rattraper ton avance. Ah, pourtant la carte là, elle était pas, elle était bien facile. Bon allez, je suis gentil. Dans quel milieu se déroule l'action de $1 Million Baby? La boxe? Voilà. Tu en as une autre parce que après la carte je l'arrange. Qui la mariée veut-elle tuer dans Kill Bill de Tarantino? Eh bah, Bill. Voilà. Voilà, genre de question des fois qui veut. Alors, tu veux la tienne? Bah du coup non. Quel célèbre film muet Giorgio Moroder, ou Moroder, je ne sais pas comment ça se prononce, a-t-il restauré en 1984 en le colorisant et en composant une bande-son New Wave? Je ne sais pas. Chantons sous la pluie. Non. Metropolis. Métropolis, ok. Bah, je n'avais Non, aucune non idée. plus. Bon, bah, encore... Voilà. Bah, 7-6, t'as... Hein Ah non, 8-6, non, pardon. 8-5. Non, Non, American 8-6. Pie, Ah oui, t'as American dit. Pie, ouais. Ouais. On voit la culture. 8-6. Ok, bon, bah... Voilà, ça c'est prochain fait. épisode, hein. Ouais, On on va se verra. rattraper comme ça. Donc on regarde quoi le prochain épisode? Bah, ça, c'est une bonne question, ça. Bah ouais. C'est parti. C'est parti. Allez. 3, 2, 1. Alors, donc là, on va voir un petit son d'église, là.
C'est pas du tout audiovisuel ce que je fais. Mais est-ce que vous voyez l'affiche de Rocky Voilà. quand il est en haut des marches et qu'il lève les bras? Voilà, bah c'est ça. C'est Et bah Kiko, c'est là. pareil pour moi. Enfin un fucking Tarantino. Je suis tellement émoustillé que je suis un fucking Kitano. Ouais. Donc le prochain film ça sera Sonatine. Et donc il est content Kiko. Et là je suis très content. Et vous allez avoir droit à la musique d'église. Ouais. Dans tous les cas. Ouais. Parce que je suis très content. Ouais, c'est clair. Enfin un Kitano. Et puis un bon Kitano, en plus, on Et va un se régaler. bon Kitano. On va se Bah de toute régaler. façon qu'est-ce qui est pas bon chez Kitano? Ah merde, j'ai spoilé. J'ai spoilé tous mes avis de tous les films de Je Kitano. pense que t'avais donné pas mal d'indices avant. Tu penses? Ouais, je pense. Ah ok. Je pense qu'ils avaient... Donc est-ce qu'on va aimer Sonatine? Je ne sais pas. Il va Ouais. falloir revenir au prochain épisode. Oui. Bon, alors, vous savez qu'on avait déjà aimé Sonatine, mais venez quand même, parce que je suis sûr qu'on va parler de plein de trucs bien dedans. Ouais, on va enfin pouvoir parler de Kitano. Ouais. Et j'ai trop hâte. Rendez-vous la semaine prochaine. Yes. Allez, À bientôt. bye.